Bonjour Christophe. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Je suis ravie de te recevoir et je sais que beaucoup de gens de ma communauté d'ailleurs, quand ils ont vu que je te recevais, étaient vraiment excités à l'idée d'entendre ce podcast. Donc je suis ravie. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors, je suis médecin psychiatre. En tout cas, j'étais médecin psychiatre puisque je viens de prendre ma retraite il y a 2 ans. Je commence par ça parce qu'en général, voilà, le réflexe, c'est de raconter, de rassurer les gens en leur disant ce qu'on fait dans la vie. Puis après, il y a des choses encore plus importantes que ça. Je suis papa de 3 filles. Je suis marié et donc on les a faites ensemble. Donc nous sommes parents de 3 filles qui sont grandes, qui ont entre 20 et 30 ans. Je suis un gars du Sud-Ouest. J'aime beaucoup le rugby et je suis auteur de tout un tas de livres parce que j'aime aussi beaucoup écrire. Voilà, puis après, on peut en rester là pour le début des présentations. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est marrant. Alors, il y a juste quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir par rapport à ce que vous avez dit. Pourquoi vous pensez que ça rassure les gens de se présenter avec comme ça votre titre ? Alors, pas vous particulièrement, mais les gens en général, c'est vrai qu'il y a ce truc de... Je suis, et il faut mettre quelque chose derrière, quoi. Oui, c'est une constante. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup soigné les gens très timides quand j'exerçais à Sainte-Anne, les personnes qui souffraient de ce qu'on appelait des phobies sociales. Et celles qui n'avaient pas de travail étaient terrifiées dans les soirées à l'idée qu'on leur demande ce qu'elles faisaient, parce qu'elles s'étaient aperçues que quand on fait connaissance avec quelqu'un, on cherche des sujets de conversation et très rapidement, ce qu'on leur demande, c'est le boulot, le statut social, la fonction sociale. Alors ça peut se comprendre, évidemment, on ne peut pas leur demander leurs habitudes sexuelles ou alimentaires, c'est déjà un peu trop intime, mais voilà, et donc je sais que ça rassure les gens de se présenter comme ça. Bon, ça a façonné mon identité tout de même, hein. C'est quelque chose d'important pour moi, mais c'est vrai que je pourrais commencer en disant « je suis le papa de 3 filles » parce que ça... il y a une autre façon de se présenter, je ne sais plus avec qui je bavardais de ça, c'est quelqu'un qui me disait qu'est-ce qui vous a le plus transformé dans la vie. Et ce qui m'a le plus transformé, c'est la paternité, avant même ce boulot de psychiatre qui pourtant m'a énormément aussi transformé. Donc voilà, c'est pour ça que je donne tout de suite l'espèce de carte de visite pour m'en débarrasser en réalité, pour passer à autre chose. C'est vrai. Voilà. Alors malheureusement, on va pas tout de suite passer à autre chose parce que je voulais quand même te demander, j'ai eu du mal à te tutoyer, mais on va se tutoyer. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de devenir psychiatre ? Parce que c'est vrai que c'est pas anodin, c'est non seulement de longues études, mais c'est aussi psychologiquement, faut être, je trouve, assez... faut savoir affronter les difficultés que rencontrent les patients. Et en plus, on choisit assez tôt, quoi. Donc c'est quoi, vers 18 ans que tu t'es dit, je veux soigner les gens psychologiquement ? Oui, moi ça m'est... Alors le déclic, ça a été la lecture de Freud en terminale. Je ne sais pas si les lycéens et lycéennes de terminale lisent encore Freud en philo. Non, je te confirme que moi, je n'ai pas lu Freud en philo. C'était au programme de philosophie à l'époque et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, quoi. L'introduction à la psychanalyse, l'ouvrage sur les rêves, sur les actes manqués, psychopathologie de la vie quotidienne. Enfin bref, j'ai découvert un univers que j'ignorais totalement. Dans ma famille, il n'y avait pas de médecin, pas de psychiatre. C'était une famille toute simple, quoi, sans quoi que ce soit qui aurait pu me pousser vers ça. Et donc, je suis vraiment tombé sous le charme de la psychanalyse. Donc, comme j'étais j'étais bon élève, moi, mais pas de mérite particulier. Moi, je voulais foutre la paix à mes parents. Je voulais pas qu'ils aient de soucis avec mes études. Je voulais pas que les profs me cassent les pieds. Et je voyais bien que les mauvais élèves étaient beaucoup plus dérangés par les profs que les bons. Bref, donc je travaillais bien pour qu'on me laisse tranquille. Et je devais faire des études scientifiques, devenir ingénieur. C'était l'époque où voilà, on envoyait des fusées sur la Lune, le Concorde, les avions, tous ces machins. J'étais à Toulouse, donc à Toulouse, il y a l'aérospatiale, Airbus. Donc bon, j'étais destiné à être ingénieur, finalement. Et puis là, tout à coup, j'ai dit à mes profs et à mes parents, non, je veux devenir psychiatre. Ah bon, tout le monde a un peu ouvert les yeux. De façon étonnée. Puis bon, j'ai fait médecine pour faire psychiatrie, puisque les psychiatres sont des médecins qui se spécialisent ensuite dans la psychiatrie. Et voilà, ça c'est la version
apparente. Enfin, c'est ce qui s'est passé extérieurement, intérieurement et avec le recul. Tu sais, avec le recul, on comprend mieux certaines choses qui n'apparaissent pas sur le moment. C'était évident que ça n'allait pas bien dans ma famille, que mes parents étaient anxieux, déprimés, avec des tas de souffrances psychologiques. Moi, j'étais un ado plutôt pas mal dans mes baskets, mais c'était pas non plus hyper net. Alors ceci dit, je ne sais pas s'il y a des adolescences qui sont 100% équilibrées, où tu te réveilles tous les matins en te sentant plein de joie de vivre, etc. Bref. Et je crois qu'il y avait aussi cette intuition que si j'étais ingénieur, il y aurait quand même du boulot à faire pour ajuster mon bien-être, mon équilibre psychologique. Et du coup, la psychiatrie devait m'attirer parce que je me suis dit, tu feras du do-it-yourself aussi, tu pourras t'occuper de soigner toi. toi-même. Ouais, probablement qu'il y avait ça quand même. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Moi, toute ma vie, en soignant mes patients, je me suis fait du bien à moi également. C'est fort. Bon, je pense qu'en effet, on apprend de l'expérience aussi. Et si jamais tu as pu en bénéficier toi-même pour toutes les personnes que tu as aidées, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui a fait que, je ne sais pas quand ça s'est fait dans ton parcours, mais que du coup, tu t'es quand même un petit peu détaché de l'approche de Freud, qui t'avait pourtant beaucoup séduit à l'origine. Et c'est un peu toi, de ce que j'ai entendu, qui t'es orienté et qui a démocratisé les thérapies cognitives comportementales. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce changement d'approche ? Oui, c'est une histoire de désillusion, mais je crois qu'on en traverse tous des désillusions. Il y a des modèles que tu admires, auxquels tu veux ressembler, puis tu t'approches de ces modèles dans la réalité, dans la vraie vie, et tu trouves qu'ils ne sont pas très inspirants finalement. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'étais étudiant donc en médecine. J'ai commencé à rencontrer mes premiers psychanalystes. Je suis allé en voir certains pour tenter de faire moi-même une psychanalyse. Et puis, dans ce milieu de la médecine, puis après de l'internat, quand je suis devenu interne, on croisait donc des aînés qui étaient psychiatres et psychanalystes. Et je trouvais qu'ils n'étaient pas inspirants. Je n'avais pas envie d'être comme eux. Alors, bon, certains étaient plutôt des bons soignants, d'autres n'étaient pas des bons soignants, d'autres n'étaient pas, je trouve qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire avec les patients. Mais surtout, je trouvais qu'en tant que personne, ils ne respiraient pas le bonheur, la joie de vivre, la bienveillance, la tolérance. Et je me suis dit, oulala, non, quand même, non, ça ne m'intéresse pas de devenir comme eux. Mais c'est vraiment, ça a été très triste. J'ai une espèce de deuil comme ça. Donc là, j'ai eu du cran. Rétrospectivement, au lieu de rentrer dans le moule, de me dire, bon, on fait semblant, allez, je me suis dit, non, ça, je peux pas faire semblant d'y croire, d'adhérer à ça. À l'époque, il y avait une mode dans la psychanalyse qui était le lacanisme, qui était un truc invraisemblable. Je préfère même pas en parler tellement c'était fou, Et on comprenait rien de ce que disaient les gens. Et il y avait des réunions comme ça de lacaniens, un type se levait ou une bonne femme prononçait un truc incompréhensible. Tout le monde hochait la tête. Personne ne comprenait rien, mais tout le monde faisait semblant de comprendre. Donc, au bout de quelques réunions comme ça, j'ai fui. Et donc, j'ai cherché autre chose. J'ai fait de l'hypnose, des thérapies familiales. Enfin, je cherchais, ça c'était plutôt sympa. Mais ce qui était dur, c'est que j'étais quand même un peu marginalisé, comme on pouvait l'être à l'époque. Tu vois, tu es dans un milieu où il y a une directrice. Une espèce de doctrine dominante qui était la psychanalyse à l'époque. Et puis tu dis non, moi j'ai perdu la foi, j'y crois pas. Donc tu es quand même un renégat, un chacal. Puis après, peu à peu, j'ai trouvé ma voie. Je me suis formé, comme tu disais, aux thérapies comportementales, etc. Mais ouais, ça a été une bifurcation. Mais alors, je regrette pas une demi-seconde, évidemment, d'avoir fait ça. Tu étais juste avant-gardiste, mais souvent, en effet, les avant-gardistes sont incompris, en tout cas en Occident. En tout cas, sont dans l'inconfort quelque temps. Le confort, c'est de faire comme les autres, et là, j'ai pas fait comme les autres. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as retrouvé la foi, justement ? Une autre forme de foi qui est plus spirituelle, mais comment ça s'est fait, ce cheminement ?
La foi dans une méthode de soins. Ouais. J'ai rencontré une méthode de soins qui était respectueuse des patients, qui reposait quand même sur un minimum de preuves scientifiques. J'avais passé toutes mes études de médecine à me former à soigner. Donc soigner, ça veut dire tu respectes la personne que tu as en face de toi, tu lui veux du bien, tu es sympa avec elle, et puis tu lui appliques des méthodes qui ne sont pas des méthodes qui n'ont aucune preuve de leur validité scientifique. Donc dès que j'ai trouvé des méthodes comme les thérapies comportementales qui reposaient quand même sur des données scientifiques, je me suis épanoui. Puis j'ai rencontré un maître, comme on dit en médecine souvent ou dans d'autres domaines, un homme qui était un psychiatre, un de mes aînés, qui était un type bon, généreux, sympa avec les patients, qui appliquait ce qu'on appelait à l'époque les thérapies humanistes. Et voilà, tout ça m'a réconcilié, mais j'ai failli arrêter la psychiatrie. Hein. J'étais allé faire de l'obstétrique, je trouvais que c'était génial. L'obstétrique aussi, ça me plaisait beaucoup. Et puis bon, quand même, je suis revenu à la psychiatrie grâce à cet homme, grâce aux thérapies comportementales. Et là, je me suis régalé. Ouais. C'est passionnant. Je suis vraiment reconnaissante qu'il y ait des personnes comme toi en fait, qui fassent le pont entre le monde scientifique et le monde, je ne sais pas si on peut l'appeler humaniste, spirituel, mais qui ont tendance à être vraiment séparés. Enfin, à mon avis, je t'apprends rien parce que tu dois le ressentir, tu dois le voir, mais c'est vrai qu'il y a d'un côté, j'ai l'impression, les personnes qui croient en ce qui a été prouvé, et voilà, il faut de la rigueur aussi, et de l'autre côté, des personnes qui ont un peu rejeté ce milieu parce que peut-être ils n'ont pas réussi à être aidés comme ils l'attendaient et qui ont trouvé du coup des approches plus holistiques. Mais c'est rare, tu vois. Moi, je trouve que tu es un des seuls qui a ces deux casquettes, si on peut dire, et qui écrit des livres avec, entre autres, des moines, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu es entré dans cette approche plus spirituelle? Tu vois, par exemple, la rencontre avec Mathieu Ricard, et que tu t'es dit, on a peut-être des choses à faire ensemble, et que tu n'as pas eu, contrairement à certains de tes confrères, sans du tout leur jeter la pierre, mais ce scepticisme ou ce mépris presque d'approche moins rigoureuse scientifiquement parlant. Oui, si, j'ai peut-être un scepticisme, mais un scepticisme bienveillant. Je crois que le scepticisme, si ça consiste à dire « Ok, pourquoi pas, expliquez-moi, montrez-moi, finalement, qu'est-ce qui vous pousse à penser ça, à croire ça ?» c'est plutôt une bonne chose. Je pense que c'est pas bien non plus de gober tout ce qu'on nous avance sans aucune exigence, mais il faut un scepticisme bienveillant. Moi, c'est ce que quand j'étais enseignant là, à l'université, je disais toujours ça à mes étudiants. Je leur disais, soyez exigeants, soyez sceptiques par rapport à toutes les nouvelles méthodes de soins, par exemple, mais restez curieux et bienveillants, parce que les certitudes d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain, etc., etc. Après, la rencontre avec Mathieu Ricard, par exemple, ou avec la méditation, c'est effectivement, c'est comme tu le dis, c'est deux univers qui, je comprends que ça ait pu déconcerter beaucoup de monde, parce que d'un côté, on a quand même tout un ensemble de travaux qui montrent que la méditation a un effet objectif, et ça c'est des travaux scientifiques, tu vois, quand tu montres la modification du cerveau que tu obtiens avec des exercices réguliers de méditation, ce qu'on appelle la neuroplasticité, la modification des zones du contrôle émotionnel, de l'anticipation, de l'attention. Bon, là, on n'est pas dans le flou de la croyance, on est dans les données d'éléments scientifiques, mais c'est vrai que d'abord, il y a quand même cette espèce de frontière très étrange de te dire qu'il y a un truc dans mon esprit, quelque part, qui s'appelle la pensée, qui est alors totalement immatérielle et qui transforme la matière. Mon cerveau, c'est de la matière, et donc ma pensée immatérielle transforme mon cerveau matériel. C'est fou dit comme ça. C'est vertigineux, ouais, c'est vertigineux. Et puis après, il y a autre chose. Il y a que dans la méditation... moi, j'ai toujours bien fait attention. Là, on était les premiers à Sainte-Anne, là, dans le service universitaire où j'exerçais, à proposer des groupes de méditation aux patients, etc. Donc là, c'était du laïque, du carré. Il n'y avait pas de statue de Bouddha, pas de bâtonnet d'encens, de coups de gong, de coussins. C'était les chaises d'hôpital, les murs d'hôpital. On parlait de soins, d'anxiété, de guérison, d'exercice, etc. Mais après... quand les patients étaient améliorés, étaient sortis du groupe et qu'on
on restait en contact avec eux, ils revenaient de temps en temps méditer avec nous 1 fois par semaine pour s'entraîner, pour garder la forme méditative, si j'ose dire. Mais après, en off, ils nous racontaient qu'ils avaient vécu des expériences très fortes qui étaient un peu au-delà de leur simple objectif, de se sentir moins anxieux, plus apaisés. Ils s'étaient sentis un peu en communion tout à coup avec la nature qui les entourait, avec les êtres qui les entouraient. Ils s'étaient sentis apaisés d'une façon imprévue qui leur était tombée sur la tête. Et on a tous fait, les méditants, d'ailleurs même les non-méditants, ces expériences qui sont des expériences de spiritualité. La spiritualité, tout le monde a fait des expériences de spiritualité. Ce sont ces instants où ton attention est absorbée par une situation donnée. Tu regardes les étoiles, tu regardes les vagues de la mer, tu es couché dans l'herbe, tu regardes passer les nuages. Donc ton esprit est capturé par quelque chose au point que tes soucis, tes préoccupations, toutes les histoires de matériel ne te pèsent plus, elles sont là, à l'arrière-fond, comme une espèce de vague petite musique, mais tu comprends que c'est pas ça le plus important dans ta vie. Tu comprends que ça existe, il faut s'en occuper, mais que à l'heure de ta mort, c'est pas ces trucs-là dont tu te diras, mince, est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé, est-ce que c'était pas écoute, c'est pas ça qui comptera. Donc, à un moment donné, ton esprit est serein parce qu'il est absorbé par quelque chose qui t'entoure. Tu te sens en communion avec ce qui t'entoure, tu te sens en lien très fort. Tu n'as pas l'impression qu'il y a toi et le reste, mais tu as l'impression que tu es dans la nature, tu es dans le cosmos, tu es dans le ciel, tu es très proche, si tu es avec quelqu'un, de la personne avec qui tu es, tu vois que tu as une espèce de communion. Et puis, tu as aussi le sentiment que tout à coup, le temps n'a plus d'importance, que c'est une espèce de bouffée d'éternité, comme ça, de petites bulles d'éternité, plop, qui arrivent. Et ces instants-là, ils peuvent nous être donnés comme ça par la vie quotidienne, pour peu qu'on se permette à certains moments de lâcher nos écrans, de lâcher nos soucis et de se rendre présent à notre vie. Mais ils sont facilités par la méditation. Quand tu médites régulièrement, tu vois très bien qu'il y a de plus en plus souvent des moments comme ça. Et tu comprends très bien que là, tu passes dans une autre dimension, en quelque sorte, qui est parfaitement compatible avec ce qui va se passer 5 minutes plus tard, où tu vas revenir sur Terre. Tu vas te dire, mince, là, j'ai vécu un truc incroyable, quoi, c'était pas hors du réel, mais c'était une autre façon d'être dans le réel. J'ai touché à une autre dimension de ma vie. Bon, maintenant, il faut que je paie mon loyer, donc que je bosse un peu. On peut revenir à penser au problème. Ouais, mais et tu vois, et je pense que ce que nous apporte la méditation, c'est pas de nous transformer en espèce de créature toujours comme ça dans la spiritualité en permanence. En tout cas, peut-être que celles qui veulent devenir nonnes, ceux qui veulent devenir moines, ils aspirent à être le plus souvent possible là-dedans. Quand tu vas dans les monastères, effectivement, que ce soit des monastères en Occident, chez les chrétiens, ou en Orient, chez les bouddhistes ou ailleurs, là, tu as des gens qui ont décidé que vraiment cette vie contemplative, cette vie spirituelle, était vraiment plus intéressante que notre vie matérielle, qui est joyeuse aussi, par ailleurs, qui a plein de bons côtés, mais qui, à leurs yeux, est insuffisante. Mais on n'est pas obligé de décider d'habiter sa spiritualité à temps plein. On peut aussi décider de lui faire une place importante dans nos vies, dans notre quotidien. Et les gens qui essaient de méditer régulièrement, souvent au début, c'est pour régler un problème. Tu n'arrives pas à la méditation par hasard, tu y arrives parce que tu as un besoin, tu es stressé, tu es malheureux, tu as des rechutes dépressives, tu as des addictions, enfin bref, toutes les indications médicales. Mais au bout d'un moment, tu vois, d'abord parce que tu as peut-être mis tes problèmes à distance, mais tu vois aussi qu'il y a une autre manière de traverser tes exercices méditatifs, qui est cette manière qui te permet de créer en toi, autour de toi et avec le monde qui t'entoure, des liens très très différents. Voilà, méfie-toi parce que je peux parler 4 heures d'affilée sur ce truc-là. C'est hyper intéressant parce qu'en plus la méditation, même si elle est de plus en plus démocratisée, reste quand même, je pense, assez floue, voire assez
pareil, beaucoup de scepticisme autour de la pratique, donc je trouve ça super que tu entres dans le détail, non seulement de ce que c'est, mais des bénéfices que ça peut apporter, quoi. Tu as quand même été hyper clair là-dessus, et c'est un des outils pour aller bien. C'était le pont que je voulais faire, ce que je te disais au début. J'ai mon téléphone juste pour regarder tous les ouvrages que tu as écrits, et je vois qu'il y en a un en 2010 qui s'appelle « Secret de psy, ce qu'il faut savoir pour aller bien ». Et du coup, je voulais juste te parler de ça tout simplement, entre guillemets. C'est quels sont les secrets à tes yeux? Si, bien sûr, il y en a beaucoup, mais si tu peux en retirer quelques principaux, quelques secrets que tu partages peut-être dans ce livre et que tu as repérés avec ta pratique pour aller bien, auxquels on ne pense pas forcément assez. Oui, cette série de livres-là, Secrets de psy, Les psys se confient, etc., elle avait beaucoup marqué à l'époque parce que c'était parmi les premiers bouquins où on était à chaque fois une vingtaine d'auteurs, c'était des livres collectifs où les psys parlaient de leurs points faibles. Le code, la règle de ces livres, c'était on ne se contente pas de donner les conseils, on explique en quoi on en a eu besoin, nous, et en quoi ils nous ont aidés. Donc certains psys parlaient de la manière dont ils avaient surmonté leur addiction, leur anxiété, leur tendance dépressive, leurs problèmes d'estime de soi. Donc c'était très aidant pour les lectrices et les lecteurs parce que ça leur montrait qu'il n'y avait pas deux catégories de personnes, ceux qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien, mais que tout le monde a à prendre soin de sa personne. Les secrets, voilà, on survend peut-être des choses simples, on met les secrets sur la couverture, c'est souvent comme ça, mais non, je crois que l'idée de base, c'est que pratiquement personne ne va bien sans effort. Voilà. L'essence psychologique des humains, c'est plutôt le déséquilibre. Mais quand je dis déséquilibre, c'est pas, voilà, on n'est pas tous des gros psychopathes, mais si on ne fait rien, il y a peu d'entre nous qui sont dotés à la fois des bons gènes, où il y a 0 gène d'anxiété, 0 de déprime, etc., de l'éducation parfaite qui nous a mis dans une confiance totale en nous, en les autres, en la vie, de la trajectoire de vie idéale où nous n'avons jamais été agressés, mais on l'a quand même un peu été, mais suffisamment pour pouvoir s'en remettre, parce que tu sais par exemple que les études montrent que l'optimum, c'est d'avoir connu des difficultés, mais pas trop. Si tu en as trop peu connu, si tu as été comme la Belle au bois dormant ou le Bouddha avant l'éveil, dans un monde surprotégé, dans une bulle où tu n'as jamais vu ce qu'était la souffrance, l'injustice, la mort, une fois adulte dans le vrai monde, ça va être dur. Mais à l'inverse, trop d'adversité, évidemment, les carences, les violences, ça va aussi laisser des cicatrices et des tensions et des vulnérabilités très fortes. Donc, il faut qu'on soit confronté à un peu d'adversité, mais bon, suffisamment pour pouvoir la surmonter et apprendre à la surmonter. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que l'humain parfaitement équilibré sans effort n'existe pas. Donc, qu'on a tous à faire des petits efforts pour affronter notre stress, notre anxiété, etc. Et je crois que le vrai secret, c'est d'être sincère. La sincérité est un secret. La sincérité est un secret, en tout cas un axe très important avec soi-même. Se dire, bon, est-ce que je suis heureuse ou heureux? Est-ce que même si j'ai des bonnes notes, même si j'ai un bon salaire, est-ce que c'est exactement ça que je veux faire de ma vie? Bon, essayer de ne pas se mentir. Donc ça, la plupart des gens comprennent un petit peu ces histoires-là. Et le deuxième secret, c'est est-ce que je prends régulièrement du temps pour progresser, du temps pour moi, c'est-à-dire est-ce que entre mes obligations de professionnelles ou d'études, etc., et puis tout ce monde très riche aujourd'hui, des loisirs, des distractions, des dispersions digitales, de temps en temps, je m'arrête, je fais rien et j'écoute ce que murmure mon corps, mon cerveau en termes de bien-être, de mal-être. C'est l'écoute de soi, c'est le juste rapport à soi qui ne soit pas... Quand on parle de rapport à soi, parfois les gens pensent un petit peu à s'occuper de soi
prendre soin de soi, mais pour répondre à des standards extérieurs, son apparence physique, son statut social, ou voilà, je sais pas moi, se faire les ongles, se tailler la barbe, bon, c'est très bien tout ça, c'est joyeux, il faut le faire, puis c'est une source de plaisir finalement, mais le soin de soi, c'est le soin de soi en tant que personne, quoi. Finalement, quels sont les moments où je me sens pleinement heureux, durablement heureux et comment dire ça, où j'ai l'impression que ce qui m'arrive, c'est une vraie nourriture. Je crois que la vie, parfois, elle nous propose des activités qui sont comme les fraises tagada ou comme les chips, c'est-à-dire c'est très agréable, c'est très bon, mais en fait, c'est pas ça dont on a besoin, quoi. Et en fait, on a besoin de vraies fraises et de vraies patates ou un peu de salade aussi et de lentilles, pas que des patates. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça aussi, c'est le discernement, quoi. Je crois que c'est plus compliqué d'ailleurs aujourd'hui pour les gens de ta génération que pour les gens de la mienne. C'est-à-dire, je crois que dans les secrets du bien-être, il y a faire les choix qui sont de parfois être prudent avec des trucs très agréables que nous propose la société, mais qui peuvent être très toxiques. Enfin, moi, j'ai une petite obsession sur les écrans. Je crois que les écrans, mais c'est génialissime, quoi. Vraiment, moi, quand je vois ce qu'offrent les écrans aujourd'hui par rapport... Moi, j'ai connu un monde sans écran. Moi, quand j'ai grandi dans une famille, on n'avait pas de téléphone, pas de télé. L'ordinateur, je l'ai eu quand j'étais interne. Enfin, je suis un dinosaure, quoi. C'est un truc hallucinant. Et donc, je trouve ça vraiment incroyablement bien, quoi, d'avoir accès à ces écrans. Mais je suis frappé de voir qu'on n'a pas fait les progrès psychologiques suffisants pour rester leur maître. Les progrès technologiques nous ont totalement submergés. Enfin voilà, et donc je n'ai totalement pas répondu à ta question, mais je crois en gros quand même qu'il ne faut pas attendre l'équilibre intérieur des nourritures extérieures. Voilà, que c'est à nous de faire le boulot, de le faire au calme, régulièrement. Et c'est pour ça, une fois de plus, que des choses comme la méditation sont très précieuses, et on s'arrête, on ne fait rien, on observe dans quel état on est régulièrement. Donc voilà un petit peu, de façon très vague et très confuse, bon, je te réponds à ta question. Tout à fait, je la prends et je pense qu'elle aidera quand même beaucoup de gens. Je pense que tu dis en effet est particulièrement, en tout cas, très parlant pour les personnes de ma génération et à mon âge, donc voilà, dans la vingtaine, où l'ego peut parfois aveugler, comme tu dis, un peu la voix intérieure. Ouais. Les fraises tagada, quoi. On va penser que telle carrière va nous apporter bonheur et satisfaction. Et souvent, c'est vers 30-40 ans qu'on se rend compte qu'on est malheureux. Et voilà, certains osent faire un changement, d'autres n'osent pas et restent avec des menottes un peu dorées, comme on dit. Voilà, juste la peur prend le dessus. Et c'est super que tu partages ce message parce que je pense qu'en effet, en tout cas, on n'est pas assez encouragé à l'école à se poser la question, et je l'ai souvent dit sur mon podcast, c'est pas qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux maintenant et que vous voulez faire en fait plus tard comme activité. Et sachant qu'on ne nous pousse pas à voir les choses de cette façon, on peut assez vite être piégé dans un chemin qui ne correspond pas forcément, quoi. Absolument, oui, absolument. Et puis, après, c'est la question de puisqu'on est sur la comparaison avec la nourriture, les fraises tagada, tout ça. Bon, moi, je dois avouer que quand je tombais, quand mes filles étaient petites, quand on faisait des anniversaires et que, tu sais, on met souvent des bocaux de fraises tagada, je les bouffais toutes à la fin de l'après-midi. Donc, je ne suis pas un modèle parfait non plus, mais je voyais bien que ce n'était pas non plus une très bonne idée. Non, si on continue de filer un peu la métaphore, hein, si on continue la comparaison avec la nourriture, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la variété. Il faut manger de tout. On nous disait quand j'étais petit, il faut manger de tout, pas manger que des fruits, que des patates, que du saucisson, que de ceci, que de cela, et même les meilleures choses. Hein, même voilà, quelqu'un qui mangerait que des épinards, ça serait pas une bonne idée. Et
quand on aime bien quelque chose, on a tendance à en abuser, à se surnourrir de ce quelque chose. Voilà, si tu aimes lire, tu as tendance à passer ta vie dans les livres. Si tu aimes les écrans, à passer ta vie dans les écrans. Si tu aimes les séries, à passer ta vie dans les séries. Et de temps en temps, faire l'effort de s'arracher à ce qui nous plaît pour aller vers autre chose et aussi vers le ne rien faire. Ça aussi, c'est quelque chose... Il y a une étude scientifique qui m'avait fasciné, qui avait été publiée il y a quelques années, je ne sais pas si tu en as entendu parler. On faisait venir des volontaires, c'était des jeunes d'ailleurs, assez jeunes, des gens âgés de 15 à 30 ans ou 35 ans, dans une pièce où on leur demandait de rien faire pendant un quart d'heure. Ça, tu n'as pas eu vent de Je n'ai cette pas entendu étude, parler. très Alors là, je intéressant. crois que même si on me payait, je n'y serais pas allée. C'est vrai. Ah ouais. Parlons-en, moi, c'est ma phobie. Donc, tu parlais de phobie. Incroyable. Ouais. Ah ouais, alors tu vas voir ce qui se passait. Donc on les faisait rentrer dans une pièce où on leur demandait, on leur disait voilà, l'expérience consiste à être dans cette pièce où il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a pas de fenêtre, pas d'écran, rien à lire, pas de musique. Donc évidemment, vous nous donnez vos écouteurs, votre téléphone. Et donc on va vous enfermer pendant un quart d'heure dans la pièce. Et puis après, on vous fera remplir des petits questionnaires, voir comment vous vous sentez. Il y avait une petite caméra dans un coin, les gens ne le savaient pas. Et puis dans un bout de la pièce, on leur disait « Ah oui, ça c'est un truc, c'est du matériel qu'on a laissé d'une expérience précédente. C'est une petite machine pour se donner des chocs électriques. Donc ça ne fait pas très mal, mais ça pique quand même, attention. Donc méfiez-vous, si vous posez la main sur la plaque, vous allez prendre une bonne décharge électrique, vous vous en souviendrez. » Et puis on dit « Bon allez, à tout à l'heure, on revient dans un quart d'heure. » Et ce qu'on voulait voir, c'est... Qu'est-ce que les gens allaient faire? Est-ce qu'ils allaient passer un quart d'heure à s'ennuyer un peu ou d'ailleurs à ne pas s'ennuyer, à se dire écoute, j'ai un quart d'heure pour souffler, je me relaxe, je me respire, je pense à mes vacances, je pense à mon amoureux, à mon amoureuse, je ressonge au dernier film que j'ai vu. Enfin, on peut faire des tas de trucs avec son cerveau. On n'a pas besoin de support extérieur. On peut faire des pompes, du yoga, enfin bref. Et puis, en fait, ce dont on s'apercevait, c'est que 2/3 des garçons et 1/3 des filles, plutôt que de rester sans rien faire, ils allaient se causer des chocs électriques. Ils allaient poser la main sur la plaque, prendre des décharges, et puis certains y revenaient plusieurs fois. Et ça a assez fasciné les chercheurs, parce que là, vraiment, ils n'étaient pas obligés de se coller des chocs électriques. Et au fond, les interviews ensuite, et puis les hypothèses qu'on a fait, c'était de dire finalement, on vit une époque où on a tellement pris l'habitude d'être occupé, et ça pourrait être une chance au fond de dire, c'est une époque intéressante, j'ai toujours un truc à suivre sur mes écrans, je peux toujours avoir une info, une interaction, une distraction, une série à regarder, enfin, ça pourrait être un bien. Mais cette abondance de richesse nous a rendus infirmes, avec cette infirmité qui est que, tout à coup, ne plus être sans rien à faire, sans rien à voir, sans action ni distraction, nous angoisse tellement. Non seulement on s'ennuie, mais on est angoissé. Ta réaction, c'était drôle d'ailleurs, quand tu dis « moi, j'aurais jamais pu ». Et au fond, la douleur de la décharge électrique est moins pire que la douleur de l'ennui. Et donc, c'est symptomatique du problème qu'on a à régler. Moi, je suis confiant, je pense que les humains sont des gens intelligents, que là, on est dans une époque de pléthore et que cette pléthore nous pousse à trop consommer, tout simplement. Mais ça, c'est logique, c'est pareil pour la nourriture. On vit une époque de pléthore sur la nourriture comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité. Enfin, je parle de l'Occident, évidemment. Malheureusement, il y a des endroits au monde où cette pléthore n'existe pas. Mais en Occident, on a de la nourriture accessible partout. Tu vas chez n'importe qui, tu ouvres le placard de la cuisine et il y a à manger. Et il y a des choses à manger qu'on n'a même pas besoin de préparer. Alors qu'autrefois, la vie de nos ancêtres, c'était il fallait aller au jardin, arracher les carottes, les peler, couper les bûches pour faire le feu, faire cuire. Enfin bon, donc ça te calmait un peu sur la boulimie quand même. Oui, c'est vrai. Tu n'avais pas le paquet de chips à portée de main, quoi. Voilà.
Et donc, le principe de la pléthore, c'est que comme notre cerveau n'est pas équipé pour résister à ce qui est bon et à ce qui est facile, quand c'est en grande quantité, ultra disponible, on a tendance à trop manger tous. On a tendance à trop manger des écrans, trop manger de la nourriture, trop consommer d'objets, à accumuler, à acheter, etc. Et c'est un grand défi pour les personnes contemporaines. Et une fois de plus, là, si tu veux, moi, je ne porte pas un jugement moral. Je ne dis pas que c'est pas bien la société de consommation, que c'est mieux de... Ma question, c'est une question de psy. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait autant de bien qu'on le croit? Et souvent moins qu'on le croit. Tu vois, je crois qu'il y a une façon de se réjouir de la bouffe, de se réjouir des écrans, de se réjouir des objets qu'on aime bien acheter, des vêtements, du soin du corps, qui est bienfaisante, qui nous fait vraiment du bien. C'est plus agréable de se plaire que de se déplaire, d'avoir des fringues dans lesquelles on est bien et qui nous donnent une certaine élégance que l'inverse. Mais quand le bien-être tourne à l'obsession, à la nécessité, à l'obligation, voilà, on perd le fil. Comment on peut faire pour retrouver un certain équilibre, en fait? Parce que c'est vrai que si on n'y est pas sensibilisé, c'est assez compliqué, quoi, de non seulement en prendre conscience, mais d'agir. Est-ce que, personnellement, je fonctionne à partir du moment où je sais, j'agis. Le pouvoir, pour moi, c'est le savoir. Mais déjà, tout le monde n'a pas le savoir. Et pour certaines personnes, ça ne suffit pas, quoi. Comment est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent, comment elles pourraient faire pour, justement, peut-être, si elles réalisent cet excès, revenir vers un certain équilibre et pas avoir ce besoin de surconsommer les écrans ou la nourriture ou voilà, retrouver une forme d'acceptation de... Moi, je le vois aussi vachement avec l'immédiateté, quoi. On est habitué à, quand on commande quelque chose, on veut l'avoir le lendemain, quoi. Avec Amazon, maintenant, c'est... Et c'est vrai que... Où est la limite, en fait? Moi, je me demande souvent, c'est quoi l'avenir? Du coup, c'est... on va pas consommer encore plus, on va pas aller encore plus vite. C'est un moment, comment faire pour justement trouver un point d'équilibre? J'ai pas trouvé encore. Si j'avais trouvé, je ferais une sacrée pub. C'est vrai, comme il dit, ça va être un petit prix Nobel. Ouais, non, mais ce qui est drôle, c'est que moi qui ai passé l'âge, j'ai 65 ans quand même, donc en théorie, mon cerveau devrait être protégé de ces histoires-là, puisqu'il a passé la majeure partie de son existence à ne pas être soumis à ce genre de tentation incroyable. Et pourtant, je vois que je suis contaminé. Il y a quelques mois, tout à coup, je me suis aperçu que quand j'envoyais un SMS et qu'on ne me répondait pas dans le quart d'heure, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Alors pendant des années, ça m'avait énervé. Tu sais, ces gens qui te laissent un premier message, puis tu ne réponds pas tout de suite, et ils t'en envoient un second. Tu dis, eh oh, c'est bon, j'ai une vie, quoi. Ouais, j'ai une vie. Et je suis pas. Au 19e siècle, là, il y a un humoriste qui s'appelait Sacha Guitry, ou Lucien Guitry, je ne sais plus, c'est un bonhomme de la famille Guitry. Ils étaient tous très drôles, de père en fils ou d'oncle en neveu. Et c'était l'invention du téléphone. Alors voilà, on posait les premiers téléphones dans les maisons et il refusait de décrocher au téléphone. Il disait, je ne suis pas un domestique, je n'accours pas quand on me sonne. Enfin bon, bref, si vous voyez ce qu'on est devenu. Et donc, je vois bien que mon cerveau est totalement, lui aussi, contaminé par cette évidence de l'urgence. Il faut que ça aille vite. Bon. Alors, à part encourager les gens à faire régulièrement des cures de sevrage, c'est les cures de sevrage, moi, il y a un truc peut-être, je vais te dire, un petit geste qui me frappe beaucoup, c'est, je vais te poser la question, tu parles avec quelqu'un que tu as rencontré, je sais pas, et ton téléphone sonne. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je réponds jamais. Tu réponds pas ? Non. Et tu te dis, il y a un répondeur, donc voilà. Ouais, moi je réponds de manière générale peu au téléphone. Parce que justement, ça me coupe dans ce que je suis en train de faire. Bip. Tu regardes le message ou pas? Si c'est un bip. Alors, si c'est un texto et que je suis avec quelqu'un et qu'il est là, ouais, généralement, j'ai tendance à regarder. Pas à répondre, mais à regarder. Après, là, c'est marrant, hein, c'est comme quoi, parfois, je me dis, il y a des synchronicités, mais c'est que j'ai jamais mon téléphone pendant les instruments de podcast. Et là,
t'es le premier à me parler vraiment comme ça des écrans, et moi je voulais regarder tes livres et avoir les notes. Mais en effet, je l'ai rarement, tu vois, quand je suis au café, tout ça, je le mets dans mon sac justement pour pas être distraite. C'est ce genre de geste, je crois, qui représente des petits freins pour commencer à reprendre son autonomie. Et moi, je suis très frappé par le nombre de personnes qui interrompent la conversation avec le véritable humain pour répondre au téléphone. Alors je comprends, parfois on a des urgences, si on a un proche hospitalisé, voilà, c'est normal de dire attends, là je suis de garde, bon. Mais la plupart du temps, non, c'est juste qu'on est conditionné comme ça. Donc c'est tous ces micro-efforts de lucidité, de toutes petites contraintes, et je crois surtout c'est faire le bilan, c'est voir que dans notre société, finalement, il y a des... Revenons sur l'histoire de la nourriture, on est en train d'oublier que notre cerveau a besoin de certaines nourritures aussi. Alors, notre cerveau, c'est un gourmand, il adore quand ça va vite, il adore quand ça flash, quand ça c'est fort, quand c'est vivant, quand c'est joyeux. Enfin, il adore être stimulé, il adore qu'il y ait de l'ambiance, quoi. Mais de temps en temps, il a besoin aussi d'être au calme, qu'il n'y ait pas de bruit, pas d'agitation, d'être dans la lenteur, pas forcément faire les trucs à toute allure. Un des exercices qu'on faisait faire beaucoup à nos patients lors des groupes de méditation, c'est manger lentement. Manger lentement. Si tu savais le nombre de personnes qui ont des troubles digestifs, des colites, des maux de ventre après les repas, juste parce qu'ils bouffent trop vite, ils avalent des trop gros morceaux à toute allure en regardant leur portable et tu leur dis non, vous allez prendre 2 fois plus de temps pour manger 2 fois moins de choses et vous mastiquez bien, vous ne remettez dans votre bouche qu'une fois que vous avez vidé la bouche, vous reposez la fourchette entre. C'est con, c'est non, contraignant. Mais c'est vrai. Tu règles déjà la moitié des troubles digestifs. Voilà. Donc notre cerveau, il a besoin de calme, de lenteur, que les choses aillent lentement, comme notre estomac, prendre son temps, donc pas de tout vouloir faire en accéléré. Tu commandes un objet, dès que tu le commandes, tu dis c'est pas grave si je l'ai que dans 8 jours, j'ai pas besoin de payer la livraison accélérée, etc. Et de continuité surtout. On est en train de découvrir que quand ton cerveau est régulièrement interrompu, c'est toxique. En réalité, ça détruit peu à peu tes capacités d'attention. Et si ça détruit tes capacités d'attention, ça détruit une partie de tes capacités au bonheur. On a montré que plus les gens étaient incapables de stabilité mentale, plus ils étaient dans la réaction, dans la dispersion, moins ils avaient de chances de ressentir d'émotions positives. Donc tu vois, toute cette écologie cérébrale, ça veut dire qu'il faut donner à ton cerveau, il faut qu'on donne à nos cerveaux, pas tout le temps, mais régulièrement des moments de calme, de lenteur, de continuité. Ça, c'est un secret. Et je crois que les gens qui seront capables, presque chaque jour, de se passer une demi-heure au calme, je réponds à rien, je ne réponds à aucune stimulation, je fais juste ce que je dois faire dans la continuité, faire tout lentement, de ne pas se presser et de ne pas être interrompu. C'est des gens, c'est comme faire une demi-heure de jogging ou une c'est de l'entretien, quoi. Ouais. Et c'est ce que t'offre la méditation. Tu médites, tu es sur ton banc, tu es au calme, dans la lenteur et dans la continuité. Tu parlais de neuroplasticité à un moment dans notre échange. Et bon, là, tu as donné un exemple un peu de comment ton cerveau s'est adapté à ces stimulations des écrans et du digital. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, quand tu as découvert peut-être les phénomènes de neuroplasticité, tiens, je vais tester mon cerveau à réaménager, entre guillemets, mon aire cérébrale. Je n'utilise peut-être pas les bons termes, mais ce que je trouve assez fascinant dans la neuroplasticité, que je n'ai pas pu vraiment mettre en œuvre du fait de mes connaissances pour l'instant limitées, c'est que, en fait, j'ai vu qu'on pouvait, vraiment, tu vois, des personnes qui ont, après un accident, peut-être ont perdu l'usage d'un doigt par le pouvoir de la visualisation, ou tu vois, ont pu réaménager un peu leur cerveau et retrouver cette fonction, voire en développer de nouvelles. Est-ce que tu as joué un peu, entre guillemets, avec les capacités du cerveau pour explorer ce qui était de l'ordre du possible ?
Oui, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait sur des petites conneries, des trucs. À un moment donné, je m'étais mis en tête d'être ambidextre. Et donc, je me suis entraîné pendant des mois, presque une année et demie, à me servir de ma main gauche. C'est fou le nombre de petits gestes au quotidien que tu ne fais que de la main droite. Ouais. Donc, me brosser les dents de la main gauche, me savonner plutôt avec la main gauche, commencer à écrire des trucs de la main gauche. Et ça marche. Alors, je fais un peu moins bien, c'est un peu moins automatique, mais bon, voilà. Mais ça, c'est gadget, ça, c'est pas passionnant, mais c'est pour montrer que, en réalité, tu rééduques les zones du cerveau qui sont dédiées aux commandes motrices, ce qu'on a les aires motrices cérébrales, et tu peux muscler. De toute façon, c'est ce que j'aurais été obligé de faire si un accident m'avait coupé le bras droit, des choses comme ça, voilà. Ouais. Mais ça fonctionne. Non, plus de façon avec des enjeux plus importants. Moi, évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur mon anxiété. Moi, je pense que je suis un anxieux avec des prédispositions génétiques à l'anxiété, quand je vois un petit peu comment ça se passait dans ma famille. Et donc, très régulièrement, là, pendant des années, chaque fois que je sentais l'anxiété monter, je me posais, j'observais un petit peu à quel endroit dans mon corps elle s'exprimait, quel genre de pensée elle poussait devant elle, vers quel genre d'impulsion ou d'envie elle avait tendance à m'orienter. Et je désobéissais. Le principe des émotions douloureuses, anxiété, tristesse, colère, c'est d'en prendre conscience, de voir quel est le programme qu'elles sont en train d'imposer à ton cerveau et donc à ta personne, et de rester là à respirer en disant « Ok, j'obéis pas, j'attends et je le fais pas. » Et je regarde un peu ce qui se passe. Je regarde redescendre les tensions physiques, je regarde redescendre l'excitation, l'agitation des pensées. Je commence à prendre du recul par rapport à ce que je m'apprêtais à faire. Et c'est ça le principe de la neuroplasticité. C'est-à-dire, au lieu de suivre l'autoroute de tes habitudes, de tes automatismes, qui sont aussi tracés dans des voies neurales au niveau du cerveau, tu bloques le trafic et tu fais une petite déviation. Tu fais passer par une petite route inhabituelle et qui est une route plus calme, plus longue, où du coup, pendant le trajet, tu as le temps de te dire est-ce que je ne suis pas en train de déconner? Est-ce que je peux continuer de respirer pour faire baisser la tension? Et plus tu répètes ça, plus tu t'aperçois que tes crises sont moins violentes. C'est-à-dire, en gros, le truc, si tu veux savoir si quelqu'un a vraiment changé, tu ne lui demandes pas à lui, tu demandes à sa famille, à ses proches, à son conjoint ou à ses enfants s'il en a. Et oui, papa, votre papa me dit qu'il est beaucoup moins anxieux, mais est-ce que vous trouvez qu'il est vraiment anxieux? Ouais. Et si tu demandais à mes proches, tous mes proches te diraient qu'effectivement, j'ai changé. C'est vrai que tu respires pas l'anxiété, là. Non, mais après, tu peux donner l'impression de... Tu peux faire semblant. Moi, le truc qui me fascine dans la vie, c'est les gens qui mentent. Le nombre de gens connus que je côtoie, dont je vois qu'ils ont dans les médias une image de gens sympas, zen, cool, et qui sont soit des gros enfoirés, soit des gens pas cool du tout. La liste est très longue. Donc, c'est pas parce qu'à cet instant, je parais cool et zen avec toi, parce que tu es sympa avec moi, je suis bien assis et tout, que je le suis vraiment. Ça veut juste dire que je peux faire semblant. En réalité, si tu demandes à mes proches, ils te diront, c'est vrai qu'il était quand même un peu speed, mais que là, ça va beaucoup mieux. Et en gros, ce que je veux dire sur ces histoires de neuroplasticité, c'est que l'anxiété, le stress, la tristesse, le désespoir, la colère, tout ça continue d'exister en moi. C'est pas une... Tu fais pas table rase des émotions. Non, c'est pas un nettoyage, une épuration émotionnelle, comme il y aurait des épurations ethniques. C'est juste que tu les ramènes à un niveau adapté. C'est normal d'être inquiet. Quelqu'un qui n'aurait aucune anxiété, aucune inquiétude, ça pourrait lui poser des problèmes, de ne pas être assez inquiet. Moi, je trouve que ma femme n'est pas assez inquiète. Et du coup, elle est toujours en retard. Tu vois, elle est quelque part. Et donc, on lui dit à quelle heure tu rentres pour dîner. Elle dit je suis à tel endroit, je vais mettre 20 minutes. Je suis là dans 20 minutes. Et toute la famille, c'est multiplie par 2.
multiplie le temps. C'est maman, tu multiplies par 2. C'est un excès d'optimisme. Ouais. Mais elle anticipe. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, je calcule très bien les trajets parce que je vois le temps et je rajoute toujours un quart d'heure de bouchon, de ceci, de cela, enfin bref. Mais donc l'anxiété est toujours là, la tristesse est toujours là, mais elle ne me prend pas à la gorge, si tu veux. Je la vois, je me dis, ok, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Il y a plus d'espèce de violence en intensité ou en durée qui me frappait quand j'étais gamin ou quand j'étais ado, ou même au début de mon boulot. Au début, j'étais un psychiatre qui avait encore des troubles anxieux et je crois que j'étais bon psychiatre parce que je comprenais les patients. C'est souvent ce qui fait les bons pédagogues, honnêtement. J'avais les mêmes problèmes et puis peu à peu j'ai appris à les surmonter, donc j'expliquais aussi comment je m'y étais pris, et c'est pour ça d'ailleurs que je parle parfois de moi dans mes livres, pas pour dire regardez comme je suis bon, mais pour dire voilà, le boulot, on peut le faire, voilà comment on peut s'y prendre. Mais je voulais te demander justement, quand tu parlais de tes patients qui revenaient parfois pour faire des méditations, qu'est-ce qui fait la différence de ce que tu as pu observer dans ta pratique entre les personnes qui arrivent à surmonter ces troubles anxieux, de stress, de phobie, de peur, versus peut-être celles et ceux qui en restent un peu victimes? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est purement des facteurs intérieurs, extérieurs? Parce que bon, j'ai envie de partager un message d'espoir, quoi. Les personnes qui ont l'impression qu'elles sortiront jamais de leur anxiété, si, t'en es la preuve, il y en a d'autres, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut entrer dans cette catégorie, quoi? Ça reste un mystère, effectivement. Parfois, on pense que pour certaines personnes, ça va être facile de s'améliorer, puis ça ne l'est pas, elles galèrent beaucoup. D'autres, on est très pessimistes, et c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, effectivement, il y a quand même... moi, c'est pas tant possible ou impossible, c'est la durée du chantier. Il y a des chantiers de transformation psychologique qui ne sont pas très longs, qui vont prendre 6 mois, 1 an, et la personne aura franchi ses principales difficultés, s'en sera affranchie, elle les aura ramenées à un niveau beaucoup moins gênant. Et après, ça va faire boule de neige sur tout le reste. Il y a quand même un effet de généralisation. C'est-à-dire, si tu aides quelqu'un à surmonter sa peur du vide, tu t'aperçois que ça a un impact sur l'estime de soi et sur les coups de cafard. Parce que sa peur du vide l'a dévalorisée, puis de temps en temps, lui foutait le cafard. Elle ne pouvait pas monter sur un escabeau réparer un clou, elle n'osait pas se pencher au balcon devant les autres, elle avait honte, enfin bref. Donc, il y a des gens pour qui, finalement, améliorer un petit bout du problème va améliorer tout un tas d'autres problèmes. Ça, en général, c'est des gens qui, n'ont pas eu de grands fracas dans leur passé. C'est des gens dont l'enfance est plutôt pas mal passée. Voilà, aucune enfance n'est parfaite, mais c'était cool chez eux, quoi. Leurs parents les ont aimés, ils n'ont pas été martyrisés par les frères et sœurs, ils n'ont pas été agressés par un oncle incestueux. Enfin, tu vois, c'est des dossiers c'est des bons dossiers, quoi. C'est des vies normales avec des troubles psychologiques, et là l'intervention et puis c'est des gens aussi qui, quand ils viennent te voir, ont des ressources. Je ne parle pas des ressources financières, mais ont des ressources amicales. Ils ont des potes, ils ont des ressources professionnelles, ils ont des collègues de travail, ils ont des ressources culturelles ou sportives, ils aiment faire des choses. Voilà. Donc, tu vois, quand tu as quelqu'un qui a tous ces points d'appui autour de lui, tu sais que le travail sera quand même plus simple. Après, les 2 cas de figure où c'est plus compliqué, c'est d'une part quand il y a eu des carences ou des violences dans l'enfance. Là, les gens sont beaucoup plus fragiles. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en sortiront pas, mais ça veut dire que leur travail va être plus long, plus difficile pour eux. On va avoir plus de travail à faire avec eux. Il va falloir les accompagner plus longtemps. Là, on est souvent sur des années d'accompagnement. Il va falloir qu'on soit à leur côté pendant... Voilà, souvent des années. Vous voyez, des patients avec des histoires très compliquées que j'ai suivis pendant 20 ans, des trucs de folie. Et à la fin, on était copains. Il y a encore quelques patients avec qui je vais boire un thé ou prendre une bière alors que j'ai arrêté, parce que c'est pas des amis, mais
on est des compagnons de travail, des copains, des potes de bureau, quoi, des copains de boulot. On a bossé ensemble sur leurs problèmes et une fois par an, on se revoit, on se donne les nouvelles. Donc, mais ce qui est important dans ces histoires d'accompagnement thérapeutique long, c'est que tu sentes que le progrès est là, que tu ne fais pas trop de surplace. Il y a des moments où on fait du surplace, mais tu vois qu'on sent à chaque année, on se pose la question, on dit finalement, où j'en étais l'année d'avant, est-ce qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à faire? Et tant que tu dis, oui, il y a des choses que je n'arrivais pas à faire, que je peux faire aujourd'hui, tu peux continuer. Mais bon, là, c'est quand les gens ont vraiment eu des choses compliquées, tu vois, des histoires d'inceste, de traumatisme, ou de carence affective, les parents ne s'occupaient pas de toi, ou il y en avait un des deux qui était parti, et l'autre qui galérait pour faire survivre la famille, bon, choses qu'on connaît. Et puis après, il y a d'autres personnes qu'il est dur d'aider, et pour lesquelles il y a beaucoup de boulot, c'est les gens qui sont sans ressources, qui finalement, souvent à cause de leurs problèmes, de leur fragilité, sont isolés. Tu vois, tu t'aperçois qu'ils ont très peu d'amis, qu'ils ont à peine un boulot, mais qui ne les intéresse pas, et dans lequel ils ont une toute petite place, personne ne s'occupe d'eux, ils n'ont pas de passion. Et donc là, c'est des chantiers encore plus grands parce qu'il faut reconstruire, construire avec eux toute une vie, et ils n'ont pas appris à le faire petit, donc ça va être sacrément compliqué pour eux. Les patients vraiment incurables, il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Malheureusement, ça existe. J'en ai rencontré quelques-uns, des gens dont tu as le sentiment que toi, en tout cas, tu ne pourras pas les aider, que tu n'es pas le premier à échouer à les aider. Mais je ne sais pas, moi je dirais que ça doit être 1 sur 100 000. Enfin, ah oui, c'est peu. Peut-être qu'ils n'y croient pas aussi, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, ils finissent par ne plus y croire, mais c'est compliqué de leur reprocher parce que c'est des gens qui ont eu aussi des histoires complexes. Donc, l'idée, c'est que tout le monde va pouvoir progresser, mais il y en a pour qui il va falloir vraiment... Tu vois, c'est comme une maison à rénover, quoi. Si tu en as, c'est juste, il faut rafraîchir les peintures, mettre des rideaux. D'autres, il va falloir tout reconstruire, quoi, pratiquement. Bon, écoute, je pourrais continuer longtemps et je pense que tu vas revenir sur le podcast parce que je n'ai pas abordé du tout tous les sujets que je voulais aborder, mais comme tu le sais, je dois rejoindre Perla. On va finir sur la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Ah, waouh! J'aurais bien aimé avoir du temps pour préparer ma réponse. Prendre le pouvoir de sa vie. Tu as le choix de répondre ou maintenant ou la prochaine fois si on dit qu'on se revoit. Moi, je crois que la plus grande énergie, c'est l'énergie du bonheur. Donc, prendre le pouvoir de sa vie, c'est décider qu'on va devenir des chasseurs de bonheur, apprendre à savourer tous les petits instants, même quand on a du chagrin, même quand la vie ne va pas bien, avoir cette capacité de te dire « ouais, t'as plein d'ennuis, t'as plein de soucis, t'es mal foutu, t'es malade, t'as des revers d'amour, de fortune, de je ne sais pas quoi, mais le ciel, il est bleu. Lève la tête, respire, réjouis-toi. 5 secondes que le ciel soit bleu. Prends des forces dans ce ciel bleu et tu repars à la bagarre. » Voilà, déjà, ça, c'est un pouvoir très important que tu te donnes parce que le bonheur, c'est un moteur incroyable. C'est pas juste un petit luxe, un petit plus. C'est quelque chose qui te donne la pêche pour affronter l'adversité. Super, merci beaucoup Christophe, c'était passionnant. Écoute, je mettrai dans les notes du podcast les liens pour retrouver tous tes ouvrages. Et je te dis à très vite. Dites-nous, ceux qui nous avez écoutés, si jamais vous souhaitez une partie 2 avec Christophe, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Merci Louise.